Merci. La question, elle est en fait en lien avec la deuxième présentation, notamment par rapport à l'efficacité et la fonctionnalité des passes. Donc je suppose que c'est des résultats aussi que vous avez dû communiquer probablement auprès des acteurs locaux. Donc en fait, quelle a été la réaction? Parce que je suppose que ça doit provoquer un certain nombre de réactions dans le sens en retour où il y a eu des investissements réalisés, mais finalement on se retrouve peut-être avec des résultats pas si intéressants d'un point de vue fonctionnalité des passes. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est quelles sont les actions envisagées? Parce que, ou alors j'ai pas forcément bien compris, mais est-ce qu'il y a des actions envisagées par rapport à ces aménagements pour essayer d'améliorer leur fonctionnalité, quoi? Effectivement, c'est une bonne question. Donc, on pensait que suite à la publication des résultats, il y aurait réaction effectivement des collectivités, des associations de pêche ou même des services de l'État. En fait, ça a été statu quo. Voilà, il n'y a pas eu du tout de suite à ça. Donc, voilà, même aujourd'hui. En fait, voilà, on se rend compte que nos passes à poissons sont mal dimensionnés, sont pas fonctionnels, notamment pour la Grande Alose et l'Empereur Marine, mais il n'y a pas. Et puis après, c'est très difficile d'intervenir sur ces ouvrages-là parce qu'il y a déjà une passe à poissons existante qui a été financée en partie par les propriétaires également. Donc les propriétaires ont des difficultés à comprendre. Et puis il faudrait justifier, argumenter. Alors peut-être que ça nécessiterait effectivement sur ces ouvrages qui ont été pré-diagnostiqués. Hein. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on avait appelé ces travaux. Ça nécessiterait certainement un travail plus poussé. Vraiment un diagnostic plus poussé avec voilà, des données peut-être aussi biologiques à l'appui pour donner des éléments plus tangibles pour que les propriétaires, les services de l'État prennent en charge effectivement une réinstallation éventuelle d'une nouvelle passe à poissons ou l'amélioration, hein, ça peut être, voilà. Mais il n'y a pas du tout eu de suite en fait. C'est vrai qu'il y a déjà un gros travail de fait, il y a déjà une dynamique qui est lancée sur les ouvrages qui ne disposent pas de passe à poissons. Et du coup, voilà, les priorités en tout cas aujourd'hui n'ont pas été données sur des ouvrages qui disposaient qui bénéficient d'un dispositif de franchissement. Donc à suivre peut-être. C'est vrai que du coup, nous, quand le GRAMI a développé son application GPAP, c'était un peu aussi une occasion de revenir un petit peu sur ces sujets-là, sur l'entretien, la fonctionnalité des passes à poissons. Et ça a du mal à prendre. Ça fait 6 mois qu'on a lancé, un appel à utilisation de l'application et nous on accompagne en fait les pêcheurs, les collectivités, ça peut être aussi des agents des fédérations de pêche pour les accompagner dans l'utilisation de cette application, mais on a eu très très peu de retours. Après, clairement on voit bien qu'il y a un manque aussi de moyens humains pour pouvoir faire ce travail-là. Et puis les propriétaires, les associations, les propriétaires de moulins ne nous ont pas du tout contactés à ce sujet-là. Il y a Eau et Rivière de Bretagne qui nous a contactés. Ils ont pas mal d'adhérents qui sont propriétaires de moulins. Donc voilà, on a un travail peut-être à faire avec eux pour mobiliser un petit peu les acteurs sur ces sujets d'entretien de fonctionnalité des passes. Une autre question ? Christian Gamacchio, membre du conseil d'administration de la Fédération de pêche de la Drôme. Je voulais revenir un peu sur le sujet qui a été évoqué, puisque, je vais me permettre de le dire, j'ai été jusqu'à 3 ans de ça employé par le conseil départemental de la Drôme, et j'étais gestionnaire de certains ouvrages sur le domaine public que sont les routes de la Drôme, et donc j'avais en charge la gestion et l'entretien des ouvrages qui n'ont pas aujourd'hui de passe à poissons, mais du moins qui sont des ouvrages qui ont un besoin d'un entretien et d'une visite annuelle. Donc je peux dire que pratiquement tous les départements en France, tous les conseils départementaux font la visite annuelle de leurs ouvrages d'art pour en connaître l'état, pour en connaître, la restauration qu'il peut y avoir à mener dessus, l'entretien, etc., autant végétal que l'entretien sur les maçonneries. Et quand je voyais ces ouvrages avec ces passes à poissons qui se trouvaient à l'aval d'ouvrages certainement qui appartiennent à des collectivités,
ou département ou, j'allais dire, collectivité territoriale, aujourd'hui commune, Comcom, etc. Parce que j'allais dire, il y a du changement là-dedans aussi. Je pense qu'il est important de sensibiliser justement tous ces propriétaires d'ouvrages d'art sur la nécessité de l'entretien de ces ouvrages que sont les passes à poissons qui sont présentes aujourd'hui. Parce que l'entretien des ouvrages dans l'ensemble des départements, il est effectué annuellement, ou du moins quand il y en a besoin. Donc solliciter ces collectivités locales pour qu'elles apportent un peu plus d'entretien, j'allais dire, à ces ouvrages, j'allais dire, c'est quelque chose qui est possible. Mais il faut avoir la volonté, j'allais dire, quelque part, et les moyens et le temps de sensibiliser tous ces acteurs locaux dans l'entretien de ces ouvrages. Et quant à la réalisation ou pas d'une passe à poissons, il faut savoir que vous parliez tout à l'heure de la visite annuelle des passes à poissons. Donc, comme je vous disais, les ouvrages d'art, ils sont sujets d'une visite annuelle, du moins pour les collectivités telles que les départements, les conseils départementaux, pardon. Et il serait facile d'amener sur la fiche de visite, d'amener une ligne supplémentaire par rapport à la passe de poisson, à son entretien, à son état, etc., etc. Alors je vais vous dire pourquoi c'est possible. Parce que dans le conseil départemental de la Drôme, j'étais encore en activité il y a 5 ou 6 ans de ça. Un jour, j'ai vu une ligne supplémentaire qui venait sur l'entretien des ouvrages d'art, qui s'appelait y a-t-il, alors la question était posée comme ça, y a-t-il une possibilité d'habitation pour chauves-souris dans les ouvrages? Et après, derrière tout ça, nous avons eu une formation de la LPO. La LPO est venue au conseil départemental de la Drôme nous donner une formation sur la chauve-souris, etc., ses habitats, etc. Et c'est comme ça qu'on a vu, j'allais dire, sur notre fiche visite de technique, venir cette notion d'habitat pour les chauves-souris. Alors, si je me dis, si on en est capable pour les chauves-souris, on en est aussi capable pour la continuité piscicole j'allais dire, des rivières et des poissons. Voilà. Du coup, juste pour préciser, les ouvrages en Bretagne, il y a 98% des ouvrages qui sont de propriété privée, qui ne sont pas de propriété des collectivités. Donc nous, on a cette difficulté-là. Voilà. Et après, pour ce qui concerne les ouvrages qui appartiennent à des collectivités, c'est notamment tous les ouvrages qui sont situés sur les canaux bretons, qui appartiennent à la région. Et là, effectivement, la région Bretagne s'est organisée déjà depuis 10-15 ans avec les services de l'État pour faire une visite annuelle, voire 2 par an, sur les passes à poissons existantes. Mais c'est vrai que nous, on a la particularité que ce sont des ouvrages de propriété privée, plutôt de propriétaires de moulins. Donc voilà, le contexte est, je pense, un petit peu différent. Voilà, d'où votre remarque. Peut-être que... Du coup, sur le bassin de la Loire, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, sur les axes à enjeu poissons migrateurs, c'est souvent des ouvrages privés. Et vraiment, on a du mal à faire prendre conscience quand il y a des passes à poissons, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, mais à faire prendre conscience de cette problématique. Et c'est vraiment quelque chose qui est récurrent depuis des années, hein, malgré nos alertes, etc. Et c'est pas simple, surtout que les passes à poissons, souvent, elles sont faites depuis quelques années, et revenir là-dessus, c'est vraiment pas simple. Voilà. Oui. Éric Fintin, là, de nouveau par rapport à tout à l'heure. C'est une question un petit peu fondamentale, qui est de comprendre, ou plutôt d'accepter que les passes à poissons, c'est vraiment un moyen de mitigation, et que de toute façon, ça ne remplacera jamais, évidemment, une continuité écologique, c'est-à-dire une rivière non aménagée.
Il faut avoir bien ça en tête. Et évidemment, tout ce que vous avez montré, là, c'est vraiment important. C'est que, oui, il faut que ce soit entretenu. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que tout ce qui est technologie de franchissement, c'est un mélange de biologie et d'hydrologie. Puis on voit que l'hydrologie peut être modifiée par effectivement des embâcles ou des variations de niveau d'eau qui sont à la fois contrôlées, mais à la fois liées à des fréquences d'événements dont on parle tous en ce moment. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, à partir du moment où il y a un barrage sur un cours d'eau, eh bien, les concepts et le fonctionnement de cette passe va évoluer au fil du temps. Donc ça, il faut l'accepter, de finalement revoir les aménagements. Et c'est un coût, évidemment, qui est très important. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le coût global accordé à la continuité écologique, même s'il est très important dans l'absolu, si on me donne cette somme, je serais très riche, ou un autre, pas qu'à moi forcément. Mais en tout cas, c'est par barrage. Si on divise cette somme par le nombre de barrages qui est équipé, c'est pas beaucoup. Et donc je voulais finir mon propos sur le fait que pour bien comprendre comment chaque obstacle peut être franchi ou non, eh bien, Pierre l'a un petit peu abordé, il faut faire la télémétrie. Il faut savoir comment les poissons abordent les cours d'eau et comment ils abordent, enfin je veux dire les barrages, comment ils abordent les passes à poissons, et si oui ou non, ils passent tranquillement. Ou si, au contraire, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux. Et du coup, ça nous permettrait d'affiner le diagnostic qu'on porte sur l'efficacité de ces passes. Alors, je ne sais pas, justement, ça c'est une question, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est envisagé dans ce sens-là sur les différents obstacles, sur la continuité écologique en général, que ce soit sur le Rhône, par la CNR ou autre, ou dans le cadre du travail fait par MRM. Moi, je peux citer je peux citer un exemple. C'est MRM. On travaille actuellement sur une expérimentation de marquage d'alose via de la RFID pour justement pouvoir. C'est une espèce fragile en fait. On a de grosses questions quant à l'efficacité de ces techniques de marquage. Et on travaille actuellement sur un protocole qui soit le moins invasif possible pour l'espèce, qui vise donc à avoir un billet vraiment limité sur les poissons et pour pouvoir évaluer quels sont les taux de franchissement d'une passe à poisson. Donc c'est quelque part novateur, hein. On vient tout juste de se mettre sur cette action-là. On a fait notre première expérimentation cette année sur le fleuve Hérault. Donc résultat plutôt encourageant avec le fait que voilà, on a des poissons qui repartent plutôt bien. On a réussi à marquer un certain nombre de poissons, une cinquantaine, et ils sont plutôt bien repartis. Donc on va basculer l'année prochaine sur une étude qui soit un petit peu plus prospective concernant l'effet de ces marquages-là sur les poissons, notamment en basculant avec une technologie acoustique qui nous permet justement, en complément de la RFID, de voir quels sont les poissons qui restent à l'aval, ceux qui redévalent en lien avec le marquage, avoir des données plus affinées sur le comportement des poissons post-marquage. Voilà, donc il y a cette expérimentation-là qui est en cours, et je sais aussi sur le bassin du Rhône, il y a toute une stratégie de restauration de la continuité qui s'est mise en place. Il y avait eu des radiopistages à l'os qui avaient été faites en 2006, si je me trompe pas. 2004 à 2006, c'est ça. Donc il y a aussi, on ne perd pas de vue le fait que suite à ce gros chantier de restauration de la continuité sur l'axe Rhône et ses affluents, voilà, on puisse mettre en place ce type de démarche-là pour évaluer justement quelles sont les efficacités et s'il reste des points noirs à traiter en termes de dispositifs de franchissement et de type de gestion qui ont été mis en œuvre ces dernières années. Voilà. Juste un complément. Donc, effectivement, sur l'alose, on avait fait un diagnostic au début, donc ces années 2004-2006, par radiotélémétrie sur l'alose.
Et on avait montré notamment que les passages par les écluses, parce qu'on ne savait pas quelle était l'efficacité, sur les 2 premiers barrages, 2 premiers aménagements du Rhône, on avait 50%, 45-50% d'efficacité. Sur le 3e, on avait un peu plus, on avait 80%, on ne savait pas bien pourquoi. Et sur le barrage de Donzère, donc, qui est nettement plus en amont, où on a vu que l'ADN montre qu'on a des alloses en amont, on a de l'ordre de 20% d'efficacité. Mais l'idée, comme l'a dit Pierre, c'est bien une fois que le programme sera terminé, hein, donc là on a la passe à poisson de Valabrègue sur le premier ouvrage qui va être faite, et il restera celle de Donzère, et une fois que celles-là sont faites, effectivement, alors c'est pas dans ce plagiat POMI, j'espère que ça sera dans le prochain, on prévoira une étude de radio, alors radio peut-être pas, hein, ça sera peut-être de l'acoustique, mais enfin de télémétrie pour voir quels ont été les progrès et pour mesurer effectivement les difficultés qui restent malgré les passes à poissons, parce que surtout pour la Lose, on sait que les efficacités pour la Lose, elles sont plutôt de l'ordre de 70% quand tout va bien et pas au-delà. Autant pour le saumon, on atteint des 90%, autant pour la Lose, et j'espère on atteindra ces 70%. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, Franck Pressia, je suis responsable du pôle environnement à la direction de l'ingénierie de CNR. J'ai un petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit, puis 2 questions. Le complément de commentaire va dans le sens de ce que dit Pascal, c'est-à-dire que sur des passes à poissons qu'on sait efficaces, alors à X% en fonction des espèces, finalement la question d'après c'est tous ces poissons qu'on arrive à faire passer, ils vont où ? Est-ce que finalement le fait de les faire remonter leur permet d'atteindre des espaces de reproduction ? Donc là on a complètement bouclé le système, ou au contraire, est-ce qu'ils se retrouvent dans des retenues, dans des secteurs où ils ne trouvent pas de conditions d'habitat ou de repos favorables ? Et moi je pense que les étapes suivantes dans nos démarches de suivi de continuité, que ce soit à la montaison ou à la dévalaison, ce serait des suivis un peu plus macro à l'échelle des bassins versants, d'autant plus qu'on décloisonne. Alors nous, sur le Rhône, EDF en décloisonne aussi, et puis ensuite, tous les acteurs sur le bassin versant décloisonnent. Et donc finalement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, à des pas de temps réguliers, je ne sais pas, tous les 5 ans, tous les 10 ans, une image de comment évoluent les peuplements et le décloisonnement sur ces espaces. Voilà, ça c'était en termes de questions, j'en aurais 2. Une sur ce qui touche l'arasement des seuils ou des barrages. Vous nous avez montré une slide où on voyait des oppositions. Finalement, ces oppositions, elles sont motivées par quoi ? Et quelque part, les gens qui sont opposés à ces démantèlements, quelle est leur part de... Est-ce que c'est quelques individus ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui milite contre ces effacements ou ces arasements ? Et derrière, quel est l'outil de concertation qui est mis en place pour faire en sorte d'embarquer ces gens sur ces opérations ? Alors, est-ce que je vous laisse répondre, puis je poserai la dernière question après. Oui, donc pour le cas de la Célune et de l'effacement des barrages, donc il y a eu en effet une opposition qui s'est montée, donc elle était très locale et bien sûr pas généralisée. C'était un groupe d'individus donc qui s'appelle les Amis du Barrage. Avant, c'est une association qui existait avant même la décision. Ils travaillaient autour des lacs de retenue parce qu'il y avait toute une activité récréative en fait autour des lacs de retenue qui s'était mis en place. Les lacs de retenue étaient assez larges. Donc les raisons de l'opposition, c'était qu'on leur retire en fait ce terrain de jeu et ce terrain de pêche. Donc il y avait une grosse communauté de pêcheurs de carpes notamment. Et bien entendu, si on enlève les lacs, on enlève aussi les carpes. Dans ce cas-là. Donc voilà, cette opposition, elle est née un petit peu de là, et aussi des problèmes de communication. Donc la décision en fait d'effacement des barrages, elle a vraiment été vue comme une décision politique prise d'en haut, sans concertation de la population locale. Donc il y a eu des erreurs qui ont été commises dès le début, justement par rapport à cette communication qui a fait que ça s'est transformé en tout simplement une opposition. Elle existe d'ailleurs toujours, même si
Bon, déjà, un des 2 barrages est parti, le deuxième, les travaux ont déjà commencé, donc il n'y a pas d'autre issue possible pour l'instant. Mais elle existe toujours parce que voilà, c'est ce sentiment de on va se battre encore un petit peu pour notre milieu. Merci. Et ma dernière question, elle est pour Pierre. Sur une des slides, on voyait que sur certains fleuves côtiers, il y avait eu des opérations de restauration de la continuité sur les parties amont avant d'avoir travaillé les parties aval. Est-ce que ces opérations amont étaient faites pour autre chose que la Lose ? Parce que sinon, je me dis, finalement, pourquoi les décloisonner tout en haut si on vise que la Lose alors qu'on n'a pas encore décloisonné l'aval ? Alors, ça rejoint un petit peu les réflexions concernant les contraintes liées à l'entretien des passes à poissons. C'est lié au fait que sur les fleuves côtiers, on a une multitude de types de maîtres d'ouvrage. Alors, notamment, on a beaucoup de propriétaires privés et ça dépend essentiellement de leur investissement. C'est beaucoup à l'opportunité que ça fonctionne. Donc, il y a notamment, je pense au fleuve Aude, c'est le cas du fleuve Aude, sur lequel on a eu un gros travail de la part de la DDTM, d'animation de politique de la restauration de la continuité. Et après, ils sollicitent l'ensemble des propriétaires au cas par cas, et après, c'est aussi aux répondants. Donc il y a une zone d'action prioritaire qui est fixée, et les propriétaires sont sollicités, ils sont sensibilisés, et après, c'est vraiment selon la susceptibilité et les possibilités de chacun aussi. Après, c'est beaucoup de négociations, de discussions au travers de comités de pilotage, et ça dépend énormément de ça. Juste pour revenir sur ta toute première question concernant les outils mis en œuvre pour avoir une vision macro de la reconquête des habitats, le futur plage Epomi 2022-2027, justement, c'est une des questions qu'on a souhaité anticiper en termes d'études. Je l'ai évoqué dans ma dernière diapo, mais j'ai dû y passer rapidement, étant donné qu'on était contraint au niveau timing. Mais il y a un des enjeux qui consiste à identifier quelles sont les nouvelles frayères qui sont utilisées par les géniteurs. Donc il y a des axes sur lesquels les linéaires sont réouverts. Les géniteurs ont théoriquement accès à de nouveaux secteurs que l'on a préalablement repérés. On a mené une étude habitat jusqu'entre 2016 et 2018, et au cours de laquelle on a identifié les secteurs favorables physiquement à la reproduction. Donc sur ces secteurs-là, certains secteurs méritent d'être actualisés parce qu'il y a eu des crues morphogènes, etc. On travaille en 2022 aussi sur l'actualisation de ces secteurs-là, mais on aura la connaissance justement de ces secteurs potentiellement favorables. Et l'idée, c'est qu'une fois que les linéaires sont rouverts, certains axes sont rouverts, je pense notamment au Gardon, Remoulin 2022, si c'est réouvert, 2023, on sera à l'amont en train de prospecter sur ces secteurs potentiellement favorables, voir s'il y a de la reproduction effective. Et l'idée, c'est qu'au travers de toute la période du plage Epomi, on puisse voir comment se comportent les géniteurs sur ces nouveaux secteurs. Est-ce qu'ils se reproduisent essentiellement sur certaines frayères, toujours tous les ans, c'est toujours les mêmes frayères qui sont fréquentées, ou est-ce que c'est vraiment une année une frayère, une autre année l'autre? Parce que ça va conditionner la stratégie de gestion de préservation de ces milieux-là, mais aussi la stratégie de suivi. La stratégie de suivi de mise en place d'indicateurs de l'état des populations, parce que le suivi de la reproduction est aussi un indicateur que l'on utilise pour évaluer l'état de la population. Voilà. Donc il y a double intérêt. Si je synthétise très grossièrement vos interventions, je comprends qu'un maître d'ouvrage qui s'engage dans des travaux de continuité, il a de grandes chances que la passe à poisson qu'il réalise ne soit pas fonctionnelle. Est-ce que c'est très grossier comme synthèse? Et qu'est-ce que vous recommandez pour justement, on n'a pas tous sur nos territoires la chance d'avoir un expert continuité
sur lequel s'appuyer pour faire la démarche qu'a fait le CNR de pré-étude, d'association de l'expert tout au long du montage du projet. Donc, quelles seraient vos recommandations pour optimiser les chances d'avoir un ouvrage fonctionnel ? Je me permets juste, parce que je travaille à l'OFB et que c'est un sujet qui nous occupe, même déjà historiquement, avant la création de l'OFB. Hein, le cas, par exemple, c'est vrai que la présentation en Bretagne, elle montre au final qu'on n'a pas beaucoup de passes qui sont fonctionnelles pour toutes les espèces visées aujourd'hui. Mais il a été aussi dit que les passes les plus anciennes avaient quand même été faites pour le saumon. Hein, donc celle-là, je dirais, il faut faire une analyse un petit peu un peu subtile des choses. En Bretagne, c'était quand même une région précurseur, je dirais, sur l'aménagement des passes à poissons et sur la restauration du saumon. Et il y avait des spécialistes qui accompagnaient. Donc les passes sont globalement bien dimensionnées. Par contre, effectivement, pour faire passer la lauze à l'époque, donc dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, on avait très peu de connaissances sur les besoins, sur comment une alose franchissait une passe à poisson. Donc c'est sûr que là, la solution, c'est de refaire des passes à poisson. Donc dire que si on en fait une maintenant, il y a très peu de chances qu'elle soit fonctionnelle, non. Moi, je suis obligé de vous dire, même sans avoir un expert, maintenant on dispose des guides. Et il y a pas mal de guides qui existent, hein, c'est écrit. Le dimensionnement, si on vise la lauze, il est d'une certaine manière. Si on vise le saumon, c'est pas la même chose. Hein, donc à l'époque, on n'avait pas les mêmes connaissances. Et puis surtout, on visait la lauze. C'était une préoccupation mineure, je dirais, hein, dans les années 80. C'était une espèce qui était abondante, même la lamproie marine. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation et effectivement, les problématiques ou la vision qu'on doit avoir des choses est assez différente. Non, je ne sais pas si vous voulez. Juste en tant que maître d'ouvrage, non, je ne partage pas votre raccourci. Au contraire, on a la certitude qu'elle fonctionne et on fait tout pour. Et en plus, on aura l'obligation de montrer qu'elle fonctionne, vu que dans l'arrêté préfectoral, il y a une obligation de suivi de l'efficacité piscicole. Voilà. Donc, effectivement, Pascal a très bien répondu. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on avait, dans les années 80, 90, il y a eu des passes à salmonidés construites en Bretagne. La problématique du saumon a été prise en compte il y a déjà très longtemps. On avait des spécialistes à Rennes, hein, notamment Jean-Pierre Porcher du Conseil supérieur de la pêche, qui avait travaillé avec Monsieur Larigné là, sur le document en conception des passes à poissons. Enfin, on avait la chance d'avoir un spécialiste sur le dimensionnement des passes. Donc, les passes à salmonidés, les passes à ralentisseurs sont la plupart bien dimensionnées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Le problème à l'époque, c'est qu'effectivement, on n'a pas pris en compte les aloses, la grande alose, la lamproie marine. Dans le dimensionnement des passes, c'était pas forcément non plus une obligation réglementaire à l'époque. Donc voilà, la difficulté, elle vient essentiellement de ça. Et puis dans l'analyse, hein, effectivement, qui est un peu dramatique en disant il y a deux dispositifs qui sont fonctionnels avec le classement liste 2 aujourd'hui uniquement sur les 50 diagnostiqués. Hein, en fait, on a aussi pris en compte des espèces holobiotiques, donc truites, vandoises, brochées. Vandoises, brochées ont des paramètres limitants, des critères qui sont vraiment très, très restreints, un peu comme la grande alose et la lamproie marine. Donc, du coup, ça diminue franchement le diagnostic global. Donc voilà. Et après, clairement, aujourd'hui, il y a un appui de l'OFB sur l'ensemble des dossiers, notamment de dimensionnement de passes à poissons. En tout cas, c'est le cas encore aujourd'hui en Bretagne. Donc, il y a un appui technique aussi de l'OFB sur le dimensionnement des passes. Et puis, le conseil que j'aurais à donner, c'est que il faut solliciter un bureau d'études. Hein, et puis après, les bureaux d'études, ils sont censés avoir les compétences pour dimensionner des passes adaptées pour l'ensemble des espèces visées. Donc voilà. Et puis après, avec l'appui des services de l'État pour valider les projets tout au long d'un processus qui va durer 6 mois, 1 an. En tout cas, nous, aujourd'hui, on travaille comme ça en Bretagne. Donc aujourd'hui, oui, les passes sont bien dimensionnées. Il peut y avoir des difficultés de la part... ça peut arriver qu'une entreprise fasse une erreur dans les cotes. On a déjà des choses comme ça, mais on essaye de les rectifier, de vérifier. Le travail qui a été présenté tout à l'heure par Pascal et la personne du CNR, on fonctionne en tout cas de la même manière en Bretagne.
Juste pour compléter là-dessus, il y a des démarches qui ont très bien fonctionné aussi sur d'autres fleuves côtiers, hein, voisins à la tête. Engager des bureaux d'études et aussi réunir un comité de pilotage, c'est important. Un comité de pilotage qui réunit différents acteurs. Donc ça engage notamment les concertations avec les acteurs locaux. Je pense aux usagers, je pense aux maîtres d'ouvrage, je pense aussi au réseau associatif. Donc il y a OFB et puis réseau associatif, Fédération locale de pêche et Association Migrateurs de Méditerranée. En tout cas, nous aussi, on est là en accompagnement de ce type de démarche. On a la compétence en interne pour avoir la connaissance du comportement des poissons migrateurs vis-à-vis de ce type d'ouvrage, également en termes de dimensionnement. Bon, ça n'égalera jamais l'expertise technique fine de dimensionnement qu'à l'OFB, mais on vient souvent en appui sur ce type de démarche de l'OFB. On est souvent consulté aussi, des réals. Enfin, voilà, je pense que ce travail de concertation, réunion de comité de pilotage, agence de l'eau aussi, qui suivent ces dossiers-là en termes de financement, ils ont besoin aussi d'avoir les tenants aboutissants des échanges qu'ils ont eu sur ce type d'investigation, les questions qui se sont posées, les validations au fur et à mesure, étape par étape. Ça, c'est important qu'ils soient associés. Donc, il y a des démarches qui ont fonctionné sur d'autres bassins qui passent par effectivement l'engagement d'un bureau d'études et puis réunir tout le monde autour de la table sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Je suis un peu bavard, mais moi, je pense qu'il est important de bien retenir, et Éric Fintin l'a dit tout à l'heure, c'était sur le fait que quand on opte pour une passe à poisson, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est qu'on ne peut pas démanteler le barrage, parce qu'il y a des usages avec des contrats. Et dans le cas des barrages qui sont démantelés, alors je parle des barrages, hein, des gros ouvrages, en général, c'est fait en fin de concession ou d'autorisation. C'est-à-dire que là, l'État peut se poser la question de savoir est-ce qu'on renouvelle ou pas. Et c'est une étape cruciale parce qu'après on en prend, alors maintenant les durées d'autorisation un peu raccourcies, c'est plutôt 30 ou 40 ans, mais avant c'était plutôt 70 ans. Donc c'est un moment crucial et c'est là qu'il faut à la fois de la concertation, mais il faut aussi une volonté, une vraie volonté, une vraie ambition locale, parce qu'on sait qu'il y a, de toute façon il y aura de l'opposition. Il y a toujours des groupes et effectivement, l'image des pêcheurs qui utilisent localement la retenue, il n'y a pas d'importance économique, mais par contre, ils sont très actifs et ça fait beaucoup de bruit et ça peut complètement bloquer des projets. Hein, donc ça c'est un point très, très important à bien prendre en compte. Mais une fois qu'on est parti sur une solution de passe à poisson, on sait qu'on aura un résultat qui peut être très décevant. Et là, même sur des barrages, même avec la CNR, qui est quand même une grosse entreprise, avec un bureau d'études, nous, on les accompagne quand même assez bien, on a des résultats qui peuvent être parfois décevants. Là, la passe de Sauveterre, qui est quand même la grosse passe qui a été faite sur le Rhône, on a des problèmes de fonctionnement avec la petite turbine qui alimente le débit d'attrait. Ça fait 2 ans qu'il y a des problèmes. Et ça, on ne peut pas du tout l'anticiper avant. Mais c'est simplement pour dire que, attention, et notamment les élus ne comprennent pas toujours ça. Et pourquoi vous voulez enlever le barrage alors qu'on peut faire une passe à poisson? Donc ça, c'est vraiment un message à passer tout le temps. Et moi, je suis content qu'on fasse des analyses de l'entretien global, comme ça, par bassin. Parce que nous, on voit bien qu'il y a des problèmes d'entretien, mais on n'a pas des effectifs suffisants pour aller... parce qu'on a une mission réglementaire, hein, et on peut intervenir. Bon, c'est une contravention. Hein, le défaut d'entretien de passe à poisson, c'est pas hyper dissuasif, hein, mais ça peut l'être si jamais, par exemple, il y a un débit réservé qui est associé à la passe à poisson. Et là, on entre dans du délit. Donc ça devient plus sérieux. Mais il y a tellement de priorités, et notamment pour les agents de l'OFB, mais aussi pour les DDT et l'administration, qu'aujourd'hui, on a du mal à faire face à tout ça. Mais moi, je trouve bien l'application là, qui a été développée, parce que ça va permettre de faire remonter des signalements avec des photos. Je pense qu'on aura plus d'éléments concrets, et on saura mieux, en tout cas je parle pour l'OFB, orienter, les agents pourront s'orienter vraiment sur des cas très concrets,
plutôt que d'aller un peu au hasard, surveiller des passes à poissons. Bon, après, quand on sait que des passes à poissons sont régulièrement entretenues, on n'y va pas très souvent. Je vois qu'on me regarde, je suis trop bavard. Merci. Juste un petit complément, parce qu'on a parlé d'une autre passe à poisson, de celle de Sauveterre. Il faut faire attention, il y a aussi, par moment, il peut y avoir des périodes où elle ne fonctionne pas complètement, mais on est dans la phase de déverminage de la passe à poisson, de corriger les petits dysfonctionnements pour qu'après elle soit à nouveau pleinement opérationnelle. Et typiquement, sur Sauveterre, on est encore dans cette phase-là. Ça prend un petit peu de temps, mais on est dans cette phase-là, et après, elle sera opérationnelle. Merci pour ce temps d'échange. On va pouvoir passer à la dernière session de la journée et clore celle sur la continuité écologique. Je vais passer la parole à Jordan. Donc pour la session 3, je vous propose qu'on s'attarde du coup sur des présentations qui se concentrent